Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Comment ça marche? Est-ce que c'est fiable? À quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur. Et aujourd'hui, nous allons justement parler du futur du nucléaire dans un pays particulier, pas tout à fait choisi au hasard, le Japon. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. Après Fukushima, le Japon reconstruit son nucléaire. Oui, plus d'une décennie après le tsunami qui a dévasté cette centrale nucléaire située à 250 km au nord de Tokyo, après un arrêt brutal, le nucléaire revient progressivement au pays du soleil levant. Nous en parlons avec nos deux invités. D'abord Fabienne Delage. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous vivez au Japon, vous êtes à Tokyo et vous travaillez à l'ambassade de France et vous êtes chargée du nucléaire à l'ambassade. Effectivement, je suis conseillère nucléaire auprès de l'ambassadeur de France au Japon. Je suis donc à l'ambassade et je m'occupe des affaires nucléaires pour le compte de l'ambassade et aussi pour le compte du CEA, puisque je suis aussi par ailleurs représentante du CEA. Le commissariat à l'énergie atomique. À côté de vous, Marc-Antoine Eil-Maseka. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Vous êtes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous vous occupez d'énergie et de climat. Absolument. Notre principal sujet en ce moment, c'est évidemment le Green Deal européen, l'accélération de la transition énergétique en Europe, et puis finalement nos relations avec les autres grandes puissances de l'énergie dans le monde, qu'elles soient consommatrices ou productrices et exportatrices. Alors, pour commencer, rapidement, un petit rappel historique important concernant le Japon. C'est quand même un pays qui a été traumatisé par deux explosions atomiques militaires en 1945, Hiroshima et Nagasaki. Et pourtant, c'est un pays qui s'est lancé dans les années 50 du siècle dernier dans le nucléaire civil pour produire de l'électricité, Fabienne. Oui, effectivement. Le Japon est un pays un petit peu comme la France dont les ressources naturelles énergétiques sont assez pauvres. Et donc, malgré cet accident, cet événement majeur dans les années 40, le Japon a développé l'énergie nucléaire pour produire en 2010 à peu près 30% de son électricité. Marc-Antoine, le Japon... traumatisé par la bombe atomique qui se lance dans le nucléaire, c'est quand même assez extraordinaire, ça, non? Oui, alors la bombe atomique, ils en ont été victimes, mais c'était une arme nucléaire, ce n'est pas le nucléaire civil. Ouais. Et je crois que, si vous voulez, quand on fait, pour comprendre peut-être un peu mieux ce paradoxe apparent, faut comparer la France et le Japon, finalement. Ce sont deux pays extraordinairement dépendants des approvisionnements extérieurs pour leur sécurité d'approvisionnement énergétique. Hum. Et finalement, face à une très grande dépendance, notamment au Moyen-Orient, pratiquement pas de ressources domestiques. Alors en France, on avait un peu de charbon, mais deux pays qui finalement font le choix du nucléaire civil pour finalement à la fois un choix technologique et puis un choix de sécurité d'approvisionnement, d'autonomie finalement, ou de souveraineté, si vous voulez. Alors Fabienne Delage, vous le disiez à l'instant, avant Fukushima, le nucléaire, c'était 30% à peu près de la production d'électricité. Tout à fait. Donc, et maintenant, après Fukushima, c'est combien? C'est 7%. 7%, donc ça a baissé considérablement parce qu'on a fermé des centrales, on les a mises à l'arrêt provisoirement ou pas provisoirement d'ailleurs. Donc en fait, le parc était constitué en 2010 de 54 réacteurs. En 2011, toutes les centrales ont été mises à l'arrêt. Et puis progressivement, un certain nombre ont redémarré après une remise à niveau pour des points de sécurité et sûreté. Et donc actuellement, il y a 10 réacteurs en fonctionnement au Japon. Alors, 54 réacteurs au Japon avant Fukushima, en France c'est 56. Population 2 fois plus importante tout de même au Japon et par rapport à la France. Marc-Antoine, on ne peut pas dire que le Japon était un pays nucléarisé comme l'était la France, comme l'est la France.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas le même territoire. Ouais. Le Japon, c'est des îles, en fait, Ouais, ouais. et avec une densité de population très forte, très concentrée. Mmh. Donc, autour de ces très grands centres urbains, évidemment, tout cela est approvisionné avec de l'électricité nucléaire. Mais souvent, les îles ne sont pas connectées entre elles. Mmh. Et donc, vous avez aussi, effectivement, beaucoup de centrales thermiques. Mmh. Que ce soit traditionnellement au charbon, le Japon est un grand pays qui a des technologies relativement avancées, notamment des centrales ultra hypercritiques, et qui est capable non seulement de les construire, mais de les moderniser au Japon et à l'étranger. Et puis évidemment des centrales thermiques au gaz, Mmh. puisque le Japon est ou est encore, parce qu'il est talonné de près par la Chine, un très grand pays importateur de gaz naturel liquéfié, Mmh. donc du gaz qui est transporté dans des bateaux spécialisés, refroidi, et donc du coup il devient liquide et on peut le transporter à travers les océans dans le monde. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Fabienne, le parc nucléaire japonais, avant Fukushima, est très différent de ce qu'on connaît en France. En France, il y a un seul opérateur, une technologie commune et une autorité de sûreté nucléaire indépendante, intransigeante. Au Japon, c'est pas exactement pareil, hein. Effectivement. Donc au Japon, 2 types de réacteurs. Au Japon, 10 opérateurs. Certains privés, Oui, ouais. oui, oui, tous privés. Tous privés, ouais. Tous privés. Au Japon, une autorité de sûreté qui dépendait du ministère de l'Industrie, donc sans indépendance. Et depuis Fukushima, à la suite de Fukushima, pour le redémarrage, toujours des opérateurs privés, mais une autorité de sûreté qui a rené et qui est aujourd'hui indépendante, Mmh. de manière à exercer en toute liberté ses missions. Marc-Antoine, autre particularité du Japon, vous l'évoquiez à l'instant, c'est un archipel isolé, hein. La France, on est entouré de plusieurs pays. Il y a une espèce d'interdépendance pour les échanges d'énergie. Le Japon, il n'y a rien autour. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de câble électrique entre le Japon et le continent. Absolument pas. Il n'y a ni gazoduc, ni câble électrique. Il y a toujours eu des discussions, il y a encore des discussions, par exemple pour amener du gaz russe dans le nord, dans les archipels au nord, etc. Mais tout cela est trop cher en réalité et se heurte à tout un tas de contraintes techniques. Mais il y a encore aussi des projets, par exemple au sein de l'ASEAN, de créer un anneau électrique et qui inclurait aussi le Japon. Mais tout cela, évidemment, coûte très cher et pour l'instant, effectivement, c'est une île isolée en réalité d'un point de vue énergétique. Alors, vous le disiez aussi tout à l'heure également, Marc-Antoine, la dépendance du Japon sur les importations qui sont massives. Je crois que 90% de l'énergie est importée au Japon. Absolument. Et pour l'essentiel d'ailleurs, du Moyen-Orient. Ouais. Et ce qui a suscité quand même un certain nombre de préoccupations, puisque la situation au Moyen-Orient est ce qu'elle est, et finalement a toujours été très volatile et pleine de risques depuis les années 60. Et donc le Japon a eu 2 stratégies finalement. La première, c'est d'investir énormément dans la gouvernance internationale, notamment dans l'Agence internationale de l'énergie, pour véritablement participer à ce contrepoids à l'OPEP. Et c'est l'un des plus grands actionnaires et finalement de l'agence, et d'ailleurs aussi au sein de l'OCDE. Et en parallèle de chercher sans cesse à diversifier ses approvisionnements fossiles en hydrocarbures. Et donc finalement, les États-Unis, là, ont été une aubaine pour les consommateurs japonais après la révolution des huiles de schiste, lorsque les États-Unis se sont mis à exporter du gaz naturel et puis aujourd'hui du pétrole. Donc tout cela, évidemment, a été perçu comme une opportunité, mais fondamentalement, la donne, c'est que le Japon reste très dépendant du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran à l'époque, donc là, de moins en moins évidemment, donc les importations d'Iran ont été substituées par d'autres. Et puis donc le Japon a cherché d'abord une ouverture avec la Russie, mais la Russie est un pays difficile, avec lequel il y a des contentieux historiques évidemment forts, qui représentent quand même un défi militaire majeur, et les Japonais ne sont pas très à l'aise en réalité face aux Russes. Et il y a eu d'autres tentatives en Afrique,
Et puis, finalement, aujourd'hui, le pays est effectivement dans une situation où, par exemple, dans le domaine des métaux, il s'est doté d'une organisation qui est assez unique au monde, la JOGMEC, qui finalement achète des minerais, constitue des stocks, informe les décideurs sur l'état du marché, approvisionne les industriels. Et finalement, dans le domaine du gaz naturel liquéfié, le Japon a aussi créé une sorte d'alliance des acheteurs pour renforcer finalement eh bien, sa position dans les marchés, avec des résultats mitigés, parce que le Japon, quand même, en réalité, paie souvent le prix le plus cher sur le marché, parce qu'en réalité, ses besoins sont tels que sa demande est très peu élastique, en réalité. Fabienne, en dehors du nucléaire et des énergies fossiles, enfin le gaz naturel liquéfié, le pétrole, voilà, il y a d'autres ressources énergétiques au Japon même? Très peu. Très peu. Par contre, les Japonais se sont inscrits dans le développement très fort des énergies renouvelables. Mmh. Donc aujourd'hui, avec un axe très fort sur l'éolien offshore, Mmh. puisque compte tenu de leur géographie, tous les aspects photovoltaïques sont assez difficiles à développer au-delà de ce qu'ils ont déjà réalisé. Parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. Exactement. Mmh. Et donc maintenant, l'objectif, c'est surtout sur le renouvelable. Mmh. Concernant le nucléaire, on reste dans la continuité. On a un objectif au Japon d'obtenir 20 à 22% de production électrique par énergie nucléaire pour 2030 et de l'ordre de 40 à 50% pour les énergies renouvelables. Sur l'éolien en mer, il n'y a pas un problème géographique, justement, avec la profondeur des fonds marins? Alors, il y a différents sites qui sont aujourd'hui investigués, notamment dans l'île du très au sud du Japon, l'île de Kyushu, au large de Nagasaki. Et après, c'est effectivement une difficulté. Tout de suite, qu'il y ait des profondeurs très élevées et des failles. Et la géothermie? Alors, la géothermie est exploitée, mais assez marginalement, et je ne saurais pas vous répondre pourquoi il n'y a pas plus de développement. Alors, il y a quand même eu un changement. On est 10 ans après Fukushima. On s'est aperçu quand même qu'il y avait un besoin de nucléaire, d'une certaine façon. Et la classe politique a fini par le reconnaître. Fabienne? Oui, effectivement. Alors, les différents gouvernements qui sont Abe, Suga et maintenant Kishida considèrent l'énergie nucléaire comme nécessaire pour contribuer à l'indépendance énergétique du pays. Et donc, un certain nombre de réacteurs peuvent redémarrer grâce aux soutiens gouvernementaux. Néanmoins, le sujet au Japon est encore très tabou. Il y a une forte opposition qui subsiste. Et donc, tout se fait assez discrètement ou tranquillement. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays, Marc-Antoine, cette réticence par rapport au nucléaire qui est en train d'évoluer quand même. Alors, je ne suis pas suffisamment sur place pour juger si la réticence évolue, mais il y a deux choses, je crois, qui méritent quand même, avant d'être mises en exergue. D'abord, c'est que le Japon est un champion de l'efficacité énergétique. Et c'est peut-être aussi ce qui explique en partie un peu ce scepticisme lié aussi à l'accident. Mais et je pense qu'il y a une crise de confiance, effectivement, dans la capacité de l'État à réguler de façon sûre ce secteur, puisque l'accident de Fukushima Daiichi était quand même avant tout un problème de gouvernance. Et le Japon, en fait, à partir de 2010, met en place une stratégie d'efficacité énergétique extraordinairement agressive et qui a apporté des résultats. Et donc, les Japonais sont, je crois, parmi les pays de l'OCDE, ceux qui sont le plus sensibilisés à la question des économies d'énergie. Alors, cela étant dit, évidemment, il y a encore un potentiel pour avancer dans cette voie-là, mais c'est un grand pays industriel et dans le domaine industriel, il y a quand même des limites. Et donc, finalement, le pays aujourd'hui, eh bien, s'est engagé dans cette
aventure de l'hydrogène. Hydrogène d'abord très fossile et très carboné, mais la stratégie japonaise, c'est de d'abord créer la demande, de renforcer cette demande parce qu'elle existe déjà dans le secteur du raffinage, de renforcer cette demande et puis ensuite progressivement de verdir les approvisionnements. Mais ce qui est vrai, c'est que dans cet environnement-là où on fait miroiter un avenir extraordinaire à l'hydrogène qui peut tout, et dans cette contrainte extérieure très forte, plus un environnement où on sent que l'économie d'énergie est quand même au cœur un petit peu des stratégies politiques des uns et des autres, la place du nucléaire, effectivement, elle n'est pas, je dirais, acquise. Et donc, c'est finalement une reconquête qu'il faut mener. Mais cette reconquête, elle va arriver avec l'objectif de neutralité carbone, me semble-t-il. Et aussi, Fabienne, avec des circonstances météorologiques. Par exemple, l'hiver 2020-2021 a été très froid au Japon. Et peut-être qu'on s'est dit, à ce moment-là, le nucléaire, ça serait pas si mal. Effectivement, on sent des évolutions. On a par ailleurs quand même l'impression qu'on restera discret sur le développement du nucléaire. Et les initiatives concernant le nucléaire de demain, la future génération, la génération 4, les réacteurs, les petits réacteurs modulaires, les SMR, il y a des développements. Néanmoins, on reste dans la ligne. Alors, comment se passe le redémarrage, Fabienne? Quelles sont les étapes en cours? Alors, la première étape est constituée par une demande des opérateurs auprès de l'autorité de sûreté. Donc, pour un redémarrage, en appliquant un certain nombre en appliquant les standards actuels en termes de sûreté nucléaire et de sécurité antiterroriste. Donc, qui va amener un certain nombre de travaux sur les centrales avant d'obtenir l'aval de l'autorité de sûreté. Renforcement des installations, j'imagine. Tout à fait. L'expérience de tsunami a été suffisamment douloureuse pour qu'on s'occupe de ça. Voilà. Les séismes, les tsunamis, et puis la sûreté antiterroriste, qui est aussi un point très fort au Japon. Au-delà de ça, même s'il n'y a pas de loi, les populations, il y a eu des évolutions, des interactions avec les gouvernements locaux. Et donc, actuellement, un certain nombre de centrales, une fois qu'elles ont les opérations de mise à niveau ont été effectuées, n'ont pas l'autorisation de démarrer. Il y a un certain nombre de procès. Et puis, il faut de toute manière obtenir l'aval des préfectures et des mairies. Marc-Antoine, on parle donc de ce redémarrage discret au Japon. J'imagine que, d'après ce que vous savez, on ne parle pas de construire de nouvelles centrales pour l'instant. Non, pour l'instant, on n'en parle pas, effectivement. Mais, si vous voulez, une chose est sûre, c'est que si le Japon souhaite sérieusement atteindre la neutralité carbone en 2050, comme il s'y est engagé, de façon surprenante, eh bien, en réalité, il faudra non pas seulement produire 20 ou 22% de l'électricité du pays au nucléaire, mais probablement revenir à des niveaux de 30%, voire au-delà. Et donc, ça implique deux choses. Oui. Soit de parvenir à relancer quasiment tous les réacteurs déjà en place, soit en réalité d'en construire. Mais la question ne se pose pas là dans l'immédiat, mais bien sûr il faut le préparer, mais ce ne sera pas possible sans cela. C'est un grand pays industriel, très peuplé, vous l'avez dit, et dont l'électrification a encore une très forte marge de progression. Fabienne, quel est l'objectif affiché par les politiques pour la part du nucléaire dans l'électricité? Je crois qu'on était à 30 avant Fukushima, on est maintenant à 6, et c'est quoi le but? 20-22% en 2030. 2030. Voilà. C'est un objectif qui sera difficile à réaliser selon la trajectoire actuelle de redémarrage des réacteurs. Il y a 30 réacteurs qui sont potentiellement opérables et 10 qui sont effectivement opérés. Ces réacteurs sont vieillissants. Ils ont été construits dans les années 70, 80, 90. Actuellement, il y a 3 réacteurs qui restent en construction, qui étaient déjà en construction en 2011 et qui pourraient être démarrer à terme. Et donc, on voit tout de suite que sans construction de nouveaux réacteurs, et cet objectif ne fait pas partie de la feuille de route japonaise, si l'objectif de 2030 arrive à être atteint, ce qui est un grand défi, de toute manière,
tout de suite derrière, il y aura une nouvelle décroissance parce que les réacteurs arriveront à terme de leur durée de vie, 40 ans, voire 60 ans. Marc-Antoine disait tout à l'heure qu'il y avait eu, dans l'affaire Fukushima, un gros problème de gouvernance, un problème politique, de coordination. Est-ce qu'à la faveur de tout ça, on va renforcer et crédibiliser davantage l'autorité de sûreté nucléaire? Alors, l'autorité de sûreté nucléaire est complètement indépendante aujourd'hui, Maintenant, oui. extrêmement exigeante. Oui. Et je ne pense pas qu'il y ait d'évolution au-delà de ce qu'elle est actuellement. Parce que c'est déjà une gageure pour les opérateurs de redémarrer un réacteur actuellement. Est-ce que la France participe à la reconstruction actuelle du nucléaire japonais? Alors, un certain nombre d'entreprises françaises, dont les grandes Orano, Framatome, EDF, sont au Japon et contribuent de différentes manières à la reconstruction du nucléaire, que ce soit pour les réacteurs, mais aussi pour le cycle du combustible, puisque le Japon, comme la France, était un pays qui s'est engagé dans la fermeture du cycle du combustible pour récupérer les matières valorisables et les réexploiter. Et donc, les différents industriels sont présents et contribuent fortement au développement des différentes technologies. Pour conclure, Marc-Antoine Elmaïzega et Fabienne Delage, quelles sont les leçons que le Japon, puis le monde, ont tirées de Fukushima? Je dirais d'abord cette extraordinaire exigence de sûreté, et Fabienne l'a lourdement insisté là-dessus, a raison, c'est-à-dire qu'une autorité de sûreté doit être indépendante, elle doit être solidement dotée et elle doit avoir évidemment les pleins pouvoirs. Parce qu'on ne peut pas, finalement, dans cette industrie-là, tergiverser avec la sûreté. La deuxième chose, c'est ce paradoxe, c'est que cet accident de Fukushima est intervenu à l'ère de supermédiatisation, donc c'était sur toutes les télévisions, dans tous les journaux, une photo prise de loin, on ne voyait pas grand-chose en réalité, mais on comprenait que quelque chose de grave s'est produit. On ne voyait pas beaucoup de morts, évidemment, parce que tout cela était encore... finalement, sur le site, il y avait très peu, finalement, de blessés, etc. Mais enfin, on pouvait s'interroger sur les impacts sur les populations. Et donc, ce paradoxe, parce qu'en même temps qu'on a identifié le nucléaire avec cet accident, personne n'a jamais fait la même chose avec une centrale à charbon qui crache ses fumées, qui tue à petit feu, mais de façon totalement invisible en réalité. Et donc finalement aujourd'hui, le Japon, malheureusement, à la suite de Fukushima, a dû relancer l'utilisation de ces centrales à charbon. On a construit de nouvelles. Et le grand défi pour le pays, et finalement c'est un peu ce qu'on voit ailleurs aussi dans le monde, c'est si vous voulez sortir du charbon qui vous apporte quand même une électricité relativement bon marché sur 24 heures sur 24, fiable, eh bien, il n'y a pas 36 façons de faire en réalité. Soit vous mettez des centrales à gaz et vous les faites tourner plutôt en base, voire en pic, combiné à des grands parcs solaires ou éoliens, mais il faut les avoir. Mais du coup, vous avez quand même un problème d'émission. Ou alors, vous passez au nucléaire, et je crois que le Japon, tôt ou tard, finalement, se relancera. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que cette immense puissance économique, membre de l'OCDE, rater sa neutralité carbone, quand bien même elle ferait d'immenses efforts dans les énergies renouvelables, elle a un potentiel incroyable dans l'éolien offshore flottant, etc., eh bien, manquer cela. Et donc, je crois que ce sera un laboratoire intéressant de ce que sera la sortie du charbon dans une économie très développée et de finalement la capacité à mobiliser toutes les technologies bas carbone, donc y compris le nucléaire et les énergies renouvelables. Fabienne Delage, vu du Japon où vous habitez, vous travaillez à l'ambassade de France, les leçons de Fukushima que vous constatez? Pour compléter ce que Marc-Antoine vient de dire, je dirais l'humilité. L'humilité des Japonais, l'humilité au sens le plus large possible sur ce sujet. Eh bien, merci à nos deux invités, Fabienne Delage et Marc-Antoine Elmaïzega. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfen chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfen, sfen.org. À bientôt.